m'appelle Patrick Leroux. Je suis professeur et vice-doyen à la recherche donc, à l'Université Concordia à Montréal. Je m'intéresse à la VLD, à Victor Beaulieu depuis très longtemps. J'habitais dans l'Est ontarien, près d'Ottawa, et je venais à Québec régulièrement. Et à chaque fois, j'allais voir dans une librairie sur la rue Saint-Jean s'il y avait à tout hasard des lectures intéressantes. Et comme de fait, à chaque fois, je trouvais plusieurs types de BD. Donc, il m'intriguait, il me faisait un petit peu peur. J'étais ado, il y avait le sentiment d'interdit là-dedans, les titres aussi, des titres abracadabrants, vraiment complètement plein de possibilités. Non seulement le titre, mais le genre aussi. Un roman, par exemple. Non, c'est pas un roman, c'est un roman. Pour nous, je me disais, là, on est dans un univers autre. Mon cher Abel, une lamentation. Bien sûr, une lamentation, c'est l'ancien, on retourne dans le Vieux Testament, mais là, c'est l'ancien, on retourne très loin, et il allait chercher ça, et venait me chercher comme lecteur. Sophie et moi, donc, que je vous présente à l'instant, avons donc eu comme idée, en 2016, d'organiser un colloque pourrait rassembler donc des différentes lectures, des différentes perspectives sur l'œuvre de Beaulieu. On a invité donc des spécialistes de l'œuvre, mais des gens aussi qui n'avaient pas forcément abordé l'œuvre de Victor Beaulieu pour toutes sortes de raisons. Parce que, bon, il faut le dire, c'est un auteur monstrueux dans le sens noble du terme, un auteur qui a écrit 83 livres, 550 heures de télé, une trentaine de pièces qui ont été montées, qui ont été publiées, plusieurs épisodes radiophoniques, des essais de quelqu'un qui a publié plus de 2000 livres aussi. On parlera à ça. Donc, c'est une figure qui fait un petit peu peur. Lorsqu'on est universitaire, on se dit bon, ben, je vais lire l'ouvrage de l'auteur, je vais avoir des choses intéressantes à dire. Ben, avoir des choses intéressantes à dire sur un auteur qui publie plus vite qu'on lit, c'est du sport. Et donc, on a rassemblé ces différents chercheurs à la Grande Bibliothèque, donc à Montréal, et on a fait un colloque. On plonge. OK. Donc, je vais présenter une panéliste, donc Sophie Dubois. Elle est professeure de littérature au collège Lionel Groulx, donc en banlieue nord de Montréal. Elle est membre de la Société d'études beaulieusiennes et du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Donc, Claude Lacharité est professeur de lettres et écrivain, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. Il dirige la revue L'Année ramlésienne et fait partie du collectif de rédaction d'XYZ, de la Nouvelle. Il a publié de nombreux ouvrages, à la fois savants et écrivains donc, de fiction. Donc, lançons-nous. Ce soir, nous allons parler donc, de Beaulieu et le conte. Je pense que le contexte l'indique. Je vais peut-être lancer une première question. Victor Beaulieu a été un grand lecteur de contes, un grand promoteur d'écriture aussi régionale, d'écriture parfois paralittéraire. Est-ce que tu peux nous parler donc, de Beaulieu, éditeur de littérature? Oui. C'est ce Victor Lévy-Beaulieu-là qui m'intéresse en particulier. Donc, Victor Lévy-Beaulieu, éditeur, dont on ne parle pas forcément souvent, mais c'est quand même quelque chose qui a été central dans sa carrière. Hein. Dès les premières années, il est actif comme éditeur aux éditions du Jour, notamment, aux éditions de l'Aurore. Et un des, je dirais, mandats qui s'était donné, c'était de faire découvrir ou redécouvrir une partie du patrimoine littéraire québécois. Et moi, c'est évidemment cet aspect-là de Victor Lévy-Beaulieu qui me plaît en particulier parce que ça me rejoint dans mon propre travail de chercheur, dans mon propre travail aussi d'enseignant à l'université. J'essaie de faire découvrir ou redécouvrir un certain nombre de textes qui ont été importants dans la tradition littéraire, en particulier de textes du 19e siècle québécois. Et je pense que sur ce plan-là, Victor Lévy-Beaulieu
a été probablement le plus grand éditeur, en comptant aussi bien les universitaires que les non-universitaires. Et ce qui m'a frappé, c'est que, justement, dans les années 1970, déjà, aux éditions du Jour, par exemple, il va créer une collection qui s'appelle Répertoire québécois, qui va donner lieu, justement, à la réédition d'un certain nombre de textes. Il va continuer ensuite aux éditions de l'Aurore avec une collection qui s'appelle le Goglu. Et c'est dans le Goglu que va paraître, il me semble que c'était en 1974, une des premières éditions des contes de Joe Violon. Évidemment, tout le monde connaît aujourd'hui les contes de Joe Violon, mais dans les années 70, ce n'était pas du tout à la mode, et c'était des textes qui avaient été pratiquement oubliés depuis leur première publication par Louis Fréchette à la toute fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle. Mais surtout, peut-être ce qui est le plus important, c'est ce que Victor Lévy-Beaulieu a fait lorsqu'il a lancé sa maison d'édition ici, les éditions Trois Pistoles. Il y a une collection très importante à mes yeux, c'est la collection des contes, légendes et récits du Québec et d'ailleurs. C'est lui qui va d'ailleurs diriger le premier volume qui paraît en 2003 et qui porte sur les contes, légendes et récits du bas du fleuve. Et ensuite, évidemment, vont paraître différents volumes. Il y en aura 18 en tout entre 2003 et 2016. Différents volumes qui vont porter sur des régions du Québec, souvent des régions telles qu'elles existent actuellement, les différentes régions administratives, Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscamingue, Québec, Montréal, etc. Mais évidemment, dans cette nébuleuse d'anthologie, le bas du fleuve occupe une place particulière parce que c'est une des rares régions à avoir 2 tomes au lieu d'un seul. Il y a 2 autres régions qui ont droit à ce traitement de faveur, c'est la Gaspésie d'une part et Montréal d'autre part. Alors je ne veux pas trop en dire parce que j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure pour essayer de montrer ce que Victor Lévy-Beaulieu retient comme texte, les choix qu'il fait, etc. Mais le fait que le premier volume soit consacré au bas du fleuve, c'est pas du tout un hasard, c'est lié au fond à l'idée que Victor Lévy-Beaulieu se fait de la littérature québécoise et une de ses idées fortes qui est que finalement la littérature québécoise serait née dans le bas du fleuve. Donc, voilà, moi je me suis intéressée davantage à Victor Lévy-Beaulieu, auteur de contes. Ça arrive assez tardivement, mais en fait ça arrive par une commande, et donc ça nous ramène un peu à l'idée de la littérature populaire, une littérature aussi qui est souvent une littérature de commande, une littérature alimentaire. Vous en parlerez tout à l'heure, j'ai un petit punch plus tard sur le recueil sur lequel j'ai travaillé. Mais donc, il arrive au conte à travers une demande qui est faite par Michel Rossignol. Il enseigne alors à l'École nationale de théâtre. Et donc, on lui demande de produire une pièce pour les élèves. Et il est alors en train de travailler sur le manuel de la petite littérature. Donc, il est plongé dans ce folklore, dans cette littérature très proche du peuple de la région, des choses qui sont très loin de la grande littérature, et il décide de faire une pièce de théâtre autour de la légende de Macoriveau. Donc il amorce là une série, ou en tout cas un genre particulier qui est le théâtre folklorique avec des références à des contes. Dans Macoriveau, il est question bien sûr de la légende de Macoriveau, mais il reprend tout l'imaginaire de Louis Fréchette notamment. Plus tard, il va faire un peu la même chose avec la chasse-galerie, donc avec Yves qui est joué il y a quelques années, donc là c'est assez récent, là, c'est dans les années 2000. Il va aussi se commettre au caveau théâtre, les menteries d'un comte de basse-cour qui va être joué ici par Gilles. Et il va aussi plonger assez tardivement dans des contes pour enfants, donc Neige noire et les 7 chiens, qui est un conte illustré. Il y en a un autre dont j'oublie le nom, Petit Monsieur, en partenariat avec le Musée national des beaux-arts, donc assez particulier. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans l'ouvrage, et en général, c'est ce recueil de contes, les contes québécois du grand-père forgeron à son petit-fils Scott, où Beaulieu reprend, invente des contes, ou crée des contes, mais il reprend aussi de vieux fonds folkloriques de contes connus, donc la culture commune, mais il actualise le propos donc pour les rendre transgressifs. Le propre du conte, c'est souvent de transgresser un interdit, de faire face à une conséquence.
Et donc, pour rendre le conte encore actuel en 1998, alors qu'il écrit son recueil, il va actualiser certains contes, certaines légendes, va sombrer dans ce que Pierre Neveu appelle l'esthétique de la transgression, donc l'esthétique de l'excès, ce qui était interdit au 19e siècle dans les contes de Fréchette ou autres, n'est plus aujourd'hui de l'ordre de l'interdit. Donc il faut aller plus loin, il faut transgresser certains codes pour pouvoir choquer ou encore montrer une espèce de dépassement du réel. Et donc, il va exagérer certains traits du conte. Il va notamment la célébration de la consommation d'alcool. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais l'alcool qui est dans les contes du 19e siècle euphémisé, voire atténué. Dans la Chasse-Galerie, on lit le bourgeois avait distribué un baril de rhum pour tout le chantier. Mais dans la version de Beaulieu, ça ne sera pas un baril de rhum pour tout le chantier, ce sera une bouteille de rhum pour chaque gars de chantier. Donc là, il y a de quoi faire un party. Dans la Chasse-Galerie aussi, et là, si on lit les contes du 19e siècle, on sait que les personnages sacrent. On le sait parce que la narration nous le dit. Tel personnage était un sacreur invétéré, il a battu tous les sacreurs du canton, mais jamais on ne lit de sacre dans les contes du 19e siècle. Alors que chez Beaulieu, dans la fameuse scène de la Chasse-Galerie, où c'est un sacre qui fait dégringoler le canot, on lit dans le texte, il lâche un coup de Christ du Saint-Calice. Donc, on a là cette langue orale aussi à laquelle on s'est intéressé dans le livre, l'oralité populaire. Donc, il y a cette esthétique de l'excès, donc de la transgression qui est mise en scène avec des personnages autant. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par des formes d'oralité, mais surtout, qu'est-ce qu'on entend par populaire? Alors, peut-être pour répondre à cette question, ou en tout cas essayer d'y répondre, moi je voudrais revenir au conte Les gens et récits du bas du fleuve. Parce qu'en fait, la question du populaire fait partie des critères que Victor Lévy-Beaulieu a retenus pour choisir ses contes Les gens et récits. Il explique que le bas du fleuve a inventé la littérature québécoise parce que c'est une des régions les plus populaires. Alors là, c'est un peu étonnant parce que ça n'a pas vraiment de lien direct avec le peuple. Ça a davantage à voir avec le fait que c'est une région que les écrivains de l'époque, surtout au 19e siècle, affectionnent. Et il explique que dans son tome 1, qui paraît donc en 2003, et donc le sous-titre est « Les temps sauvages », en fait, les écrivains qu'il a retenus ont fait œuvre à partir de la région du bas du fleuve. Et il y a seulement 4 écrivains qui sont retenus dans ce tome 1 publié en 2003. C'est Joseph-Charles Taché, Henri-Raymond Casgrain, Philippe Aubert de Gaspé-Père et Charles-Arthur Gauvreau. Alors, on pourrait évidemment s'intéresser au fait que la plupart de ces écrivains-là sont nés en gros dans l'est du Québec, mais pas nécessairement dans le Bas-Saint-Laurent, étroitement défini. Joseph-Charles Taché est né à Kamouraska en 1820. Henri-Raymond Casgrain est né à Rivière-Ouelle. Philippe Aubert de Gaspé-Père, malheureusement, cadre mal, parce que lui, il a, je dirais, le malheur de naître à Québec en 1786. Mais bien sûr, tout le monde associe Aubert de Gaspé-Père à Saint-Jean-Port-Joli, parce que ça a été le dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Et puis, finalement, donc, Charles-Arthur Gauvreau, lui, est né à l'Île-Verte. Ce qui fait, je dirais, l'intérêt du bas du fleuve aux yeux de Victor Lévy-Beaulieu, c'est le rôle central que la région a joué au 19e siècle, au début de notre littérature. Évidemment, on peut discuter longuement la question de savoir quand la littérature québécoise est née, certainement pas dans les années 1960. Bien sûr, avant les années 1960, on n'utilise pas encore l'ethnonyme québécois. On va souvent utiliser canadien, canadien-français, mais il y a une parfaite continuité, à mon sens, entre la littérature canadienne, canadienne-française et la littérature québécoise. Mais surtout, bien sûr, il y a eu des gens qui ont écrit avant le 19e siècle. On peut penser à la Nouvelle-France, on peut penser aux relations des Jésuites, on peut penser, par exemple, aux lettres d'Élisabeth Bégon. Mais les écrivains de l'époque, les écrivaines de l'époque, n'ont pas l'impression de contribuer à une nouvelle littérature qui serait distincte de la littérature française. Donc, vous voyez, popularité, ça peut être aussi la popularité simplement d'une région
qui est, je dirais, très appréciée des écrivains et qui ont tendance à la représenter. Et ça, à mon avis, ça va tout à fait dans le sens de l'hypothèse de Victor Lévy-Beaulieu, du Bas-Saint-Laurent et du bas du fleuve comme berceau de la littérature québécoise.